Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre magazine Ça fait l'actualité. La révolution numérique a totalement transformé le monde dans lequel nous vivons. Les possibilités qui s'offrent à nous aujourd'hui sont impressionnantes. Elles peuvent être extrêmement positives ou négatives à l'extrême. Le digital est un gage de liberté et de progrès, mais le digital s'avère parallèlement être une arme redoutable et dangereuse. Il est opportun de rappeler aujourd'hui le devoir de tout un chacun, celui de la responsabilité. Africa Web Festival, pour sa 9e édition, sera orienté vers l'humain et son environnement. Vivre le digital et protéger demain, protéger l'humain, ça fait l'actualité. Nous parlerons des opportunités, nous parlerons des stratégies, des recommandations. Nous en parlerons au cours donc de ce magazine avec notre invité. Mais juste avant, je vous propose de suivre un élément qui est signé Davy Soyo. Qualifié d'innovant, la digitalisation est le procédé qui vise à transformer un objet, un processus ou un métier en un code informatique afin de le remplacer et le rendre plus performant. Elle fait son apparition dès les débuts d'Internet. Le courrier a été remplacé par les emails, les salons par les forums web, les magasins par des sites e-commerce. Elle impacte automatiquement tous les domaines d'activité avec un taux de progression de plus en plus large. On peut citer les guichets automatiques dans l'univers de la banque, les drones dans le e-agriculture, les répondeurs automatisés dans le service client, sans oublier la communication via les réseaux sociaux. Autant d'éléments qui amènent les experts du milieu à dire qu'il est presque impossible de dissocier le digital de toute activité. Pourtant, cette progression génère son lot d'inconvénients. Disparition de certains emplois, risque de déperdition de l'information et les utilisateurs de potentielles victimes des cybercriminels. Quelques dangers qui dénotent les limites de la digitalisation dans le quotidien dans l'univers professionnel. Nous sommes de retour en studio. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous êtes Monsieur Jacques Bill. Et on aimerait bien en savoir un peu plus. Vous avez été haut fonctionnaire en France ? Oui, j'ai eu une longue carrière administrative en France. J'ai été diplomate, j'ai servi de Premier ministre pendant 5 ans. Et puis ensuite, j'ai été assez longuement à la Cour des comptes française. La publicité est une autre de vos passions ? Alors j'ai aussi beaucoup travaillé dans la publicité, parce qu'à un moment, quand j'étais auprès du Premier ministre, je me suis occupé de la publicité gouvernementale. Et puis j'ai trouvé ça tellement formidable que je suis passé dans le secteur privé de la publicité pendant une longue année. Et j'ai même contribué à créer le forum de la publicité francophone, avec des amis québécois et des amis africains, et notamment ivoiriens. D'accord. Et vous avez été, et vous êtes toujours enseignant à la Sorbonne ? Je ne le suis plus parce que c'est malheureusement le grand âge qui a fini par m'atteindre, mais j'ai été longuement professeur à l'université, l'ancienne faculté de droit, qui s'appelle maintenant Paris 2 à Assas-Sorbonne. Merci en tout cas d'être sur notre plateau. Alors nous parlons de digitalisation. Déjà, on parle de numérisation, on parle de numérique, on parle de cette explosion du numérique, du digital. Est-ce qu'il y a une différence entre ces différents termes ? Non, alors en fait, digital et numérique, digital en fait, tout bêtement, c'est le mot anglais. Et pour des raisons qui m'échappent, souvent les gens disent digital, mais il suffit de dire numérique, ça dit la même chose. D'accord, très bien. Alors, quel état des lieux vous faites lorsque l'on parle de la révolution numérique, d'abord d'un point de vue global, mondial, africain et peut-être la spécificité de la Côte d'Ivoire ? Non, alors attendez. Commençons par le début. C'est une vraie révolution. Il faut mesurer ça, parce que finalement, on s'habitue tellement aux choses qu'on ne s'aperçoit pas de l'énormité du changement qu'on est en train de vivre. Mais cette affaire du numérique est à peu près l'équivalent de ce qu'a été la révolution de l'imprimerie ou la révolution de l'électricité. On a autant besoin du numérique aujourd'hui qu'on a eu besoin de l'électricité à la fin du 19e siècle. Aujourd'hui, on ne pourrait plus se passer du numérique. Essayez d'imaginer une seconde que nous ne soyons plus équipés de téléphones, de télévision, d'ordinateurs. Tout ça, c'est notre vie. Et donc, c'est une vraie révolution sociétale, en fait, une révolution des sociétés. Aujourd'hui, n'importe qui cherche une information se précipite sur son téléphone, fait Google et cherche le petit mot qu'il ne trouvait pas, l'information qu'il ne trouvait pas. Et donc, c'est une vraie révolution qui n'est pas finie.
Moi, j'en ai vu le début. J'en verrai sûrement pas la fin. Mais en tout cas, c'est un nouveau monde qui s'est ouvert. Il s'est ouvert. Et vous faites une différence entre cette révolution, par exemple en Europe et en Afrique? Il y a une nuance? Je crois pas. Je crois que là, c'est vraiment partagé parce qu'on a tous découvert tout ça ensemble. Il y a eu au début un petit problème de financement des choses, c'est-à-dire qu'un téléphone portable c'était cher et donc tout le monde ne pouvait pas acquérir un téléphone portable. Aujourd'hui, qu'on soit en Europe, en Asie, en Afrique, tout le monde plus ou moins a un téléphone portable, tout le monde a un abonnement à Internet et tout le monde a un abonnement numérique. Donc en fait, au fond, c'est maintenant la chose la mieux partagée du monde. Alors vous êtes d'accord lorsque l'on annonce que c'est un peu un couteau à double tranchant? Ah, c'est un couteau à multiples tranchants. Il faut être très très prudent parce que cette espèce de liberté nouvelle, on va peut-être en parler, mais recèle plein de dangers. Et donc c'est là que le concept de responsabilité s'impose. Pour l'instant, on est encore dans la phase un peu de l'ivresse de la découverte. Et on est content et on trouve des champs nouveaux d'activité, d'investigation, de communication. Et assez vite, il y aura besoin d'en fixer aussi quelques limites, si possible de se les auto-infliger. C'est-à-dire qu'on est là dans une phase où il va falloir apprendre l'autorégulation, l'autodiscipline. Il va falloir apprendre à se discipliner soi-même dans l'usage de ces techniques numériques. Ça veut dire également que le monde est chamboulé en ce qui concerne les nouveaux métiers. Ah, tout est complètement chamboulé. Aujourd'hui, quelqu'un qui ne saurait pas se servir d'un ordinateur ou d'un téléphone portable sera complètement invalide. Enfin, c'est pas possible de vivre dans la société même d'aujourd'hui, et alors a fortiori de demain, si on n'a pas un minimum de facilité. Mais tout le monde a appris en marchant, en fait. Aujourd'hui, les petits jeunes, ils apprennent. Nous, on a appris, moi j'ai appris, j'ai d'abord appris à taper à la machine, et puis après j'ai appris les téléphones portables. Aujourd'hui, c'est inné chez les jeunes, peut-être trop même. Les jeunes, ils sont un petit peu trop devant leurs écrans et avec leurs téléphones et avec leur télévision. Et la crise sanitaire mondiale a exacerbé les choses. Avec le télétravail, ça a été également l'explosion. Vous avez tout à fait raison. Le télétravail, la crise sanitaire, le Covid, a conduit au télétravail et à une nouvelle forme d'approche du travail dont on ne sait pas très bien aujourd'hui si c'est bien, si c'est pas bien, s'il y a des limites ou pas. Mais en tout cas, ça a vraiment changé les choses. Dites-nous, qu'est-ce que c'est que Africa Lab? Africa Lab, c'est un projet. C'est un projet, et c'est un peu une révélation qu'on fait cette année au cours du 9e Africa Web Festival. L'idée était que Africa Web Festival était un grand rassemblement international, mais qui avait lieu que 2 ou 3 jours chaque année. L'idée, et qui rassemblait beaucoup de jeunes. On s'est aperçu que ça intéressait considérablement les jeunes, et en particulier les jeunes en Côte d'Ivoire. Et donc on s'est dit, avec les fondateurs, les vrais opérationnels du Africa Web Festival, on s'est dit qu'il fallait pérenniser, qu'il fallait faire durer un petit peu cet enthousiasme et qu'il fallait en même temps répondre à la demande, aux besoins qu'exprimaient les jeunes en venant là. C'est-à-dire ils expriment un besoin d'être formés. Ils montrent qu'ils ont besoin d'une expertise, ils ont besoin d'apprendre. Et donc nous, l'idée, c'est d'essayer d'ouvrir, sous le nom de Africa Lab, d'ouvrir un centre de formation et d'expertise qui permettra à ces jeunes de venir apprendre et devenir des experts à leur tour. Des experts qui aujourd'hui ils vont apprendre et demain ils pourront exercer. Ils exerceront dans leur pays, dans les entreprises de leur pays. Ils pourront créer des entreprises. Donc on a une première idée qui est l'emploi. Une deuxième idée qui est les start-up, qui est l'entrepreneuriat, et une troisième idée qui est l'exportation, qui est que les talents qui vont naître autour de Africa Lab à Abidjan, ils pourront s'exporter dans d'autres pays d'Afrique ou d'autres pays dans le monde, peu importe. Très bien. Alors, quand on dit Africa Web Festival, qui aura lieu donc bientôt, on en parlera en fin d'émission, on entend bien l'opportunité de cet événement-là, mais quelles en sont vos attentes? Les attentes, c'est justement d'essayer au moins 2 jours par an,
de s'apercevoir qu'il y a un énorme besoin, une énorme attente sur le thème du numérique, mais en même temps, il commence à y avoir des questions. Et donc demain et après-demain, on va essayer de traiter ces questions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'enthousiasme pour le numérique, il n'est plus à démontrer, il n'est plus à prouver. Ce qu'il faut arriver à prouver aujourd'hui, c'est que cet enthousiasme doit s'accompagner d'une certaine prise de conscience de la responsabilité que ça entraîne et qu'il peut y avoir des mauvaises choses. Il n'y a pas que des bonnes choses dans le numérique. Il peut y avoir des éléments de dérapage, des éléments d'atteinte à la personne, des éléments d'atteinte à l'environnement. Et donc l'idée, c'est d'être aussi actif, mais d'être responsable. Alors, éléments d'atteinte à l'environnement, pourriez nous expliquer ? Eh bien, c'est tout bête, c'est que le numérique, ça consomme de l'énergie, ça consomme de l'électricité, et que donc, c'est déjà un premier point. Deuxièmement, le numérique, ça fait de la chaleur. Et cette chaleur, on ne sait pas toujours très bien la traiter. Et donc, il y a des atteintes à l'environnement auxquelles on pensait aujourd'hui que le numérique, c'est une sorte de choses qui se trimballent dans l'air, c'est des ondes qui se baladent et on ne sait pas très bien. Bon, il y a aussi effectivement le problème de la dissémination des ondes, on ne sait pas très bien ce que ça peut entraîner. Il y a dans mon pays, en France, il y a des organisations qui font la chasse aux antennes sur les toits, en disant « oh là là, c'est effrayant, ça va m'empêcher de dormir ». Bon, on ne sait pas très bien. Mais potentiellement, il y a peut-être un risque qu'il faut traiter. Mais il y a quand même des vrais risques pour l'environnement. Et de façon générale, il faut les prendre en compte et il faut savoir y répondre. Alors, là, on vient d'aborder les aspects négatifs, mais est-ce que, dès l'instant où on parle un peu de pollution, est-ce qu'il y a des déchets alors ? Ça va ensemble ? Les déchets du numérique, il n'y en a pas beaucoup en fait. C'est beaucoup moins polluant que de creuser une mine de charbon. Non, dans l'ensemble, c'est pas ce type de déchets. En revanche, des déchets moraux, des déchets dans la vie de la société, oui. Le risque, il est beaucoup plus dans la vie en société que dans l'idée qu'on va développer des ingrédients qui vont être néfastes pour la nature. C'est pas un environnement naturel qui est mis en cause, en dehors de la chaleur et de l'énergie dont je parlais tout à l'heure, c'est plutôt dans la vie et l'organisation de la société. Qu'est-ce qu'on est capable de faire aujourd'hui avec le digital ? Tout, y compris... alors, tout, bien sûr, est le meilleur. On sait tout faire. Et... quand vous reprenez, c'est assez rigolo de prendre l'histoire, par exemple, des ordinateurs, quand on pense qu'il y a la puissance des ordinateurs. Quand vous voyez ce qu'il y a dans votre téléphone aujourd'hui, dans votre iPhone, et que vous pensez à ce qu'était un ordinateur il y a même 20 ans, moi, j'ai l'avantage sur vous, j'ai connu les premiers ordinateurs, les grands IBM qui ne tenaient pas dans une pièce comme ce studio. Ensuite, j'ai connu les premières Apple. La première, il se trouve que j'étais auprès du Premier ministre français. Lequel est Premier ministre français ? Moi, c'était Raymond Barre. Mon Premier ministre, c'était Raymond Barre. Et je l'avais convaincu qu'il fallait qu'on acquiert cet appareil bizarre et nouveau qui s'appelait un Apple. Et on a eu, à l'hôtel Matignon, à Paris, j'ai fait acheter l'un des premiers Apple, qui était une espèce d'énorme machin comme ça ressemblait à une espèce de grosse valise. Oui. Et je vais vous dire, je travaillais beaucoup sur les sondages d'opinion, pour avoir des courbes, il y avait un crayon qui était fixé sur la machine, et il y avait une espèce de tirette comme ça, il y avait le crayon au bout, et le crayon, il bougeait comme ça pour tracer la courbe. Vous voyez, donc, et c'était il y a 30 ans. Aujourd'hui, ça paraît complètement insensé. Donc voilà, ça a été à une vitesse fantastique. Aujourd'hui, dans un téléphone portable, il y a... C'est un bureau ambulant, en fait. Au-delà de ça. C'est un ordinateur, c'est plus puissant. Aujourd'hui, votre iPhone dans votre poche, il est plus puissant qu'un ordinateur de bureau il y a 5-6 ans. Bon, iPhone ou un autre Android, enfin l'Android. Oui. Oui, parce qu'on réalise qu'on peut également même gérer sa santé avec le portable. Alors, non seulement vous gérez votre santé, mais vous prenez des risques. Parce qu'il y a un monsieur, quelque part, au fin fond de je ne sais pas où, qui peut aussi savoir tout sur votre santé. Alors, vous et moi, on est en santé parfaite, ça va très bien, mais parfois, c'est une atteinte à la vie privée que de savoir que monsieur machin ou monsieur X, il est malade,
Imaginez une seconde que ce soit un chef d'État, etc. Donc, l'idée... D'où la confidentialité des données. Pardon ? D'où la confidentialité des données. Bien sûr, bien sûr. Et c'est le débat... l'apothéose, c'est la Chine et la surveillance de l'intelligence artificielle et la surveillance individuelle qui fait que chacun des Chinois a un dossier. Et s'il a traversé la rue alors que le feu était vert et qu'il a traversé la rue, il perd 2 points. Et puis quand il aura perdu plus de 2 points, quand il aura perdu 20 points, il n'aura plus droit à son passeport ou il n'aura plus le droit d'acheter du pain, etc., etc. Et bon, c'est une société bizarre qui peut se préparer. La Chine, que j'aime par ailleurs, j'ai été en poste diplomatique en Chine il y a très très longtemps, j'aime beaucoup la Chine, mais c'est dangereux. C'est dangereux. Alors, ça m'amène à vous poser la question suivante. On a vu l'envergure des potentialités avec cette technologie, mais vous l'avez bien expliqué, il y a également des garde-fous à prendre. Mais comment se protéger de demain ? Alors, il y a de multiples garde-fous. Il y a des garde-fous légaux et des garde-fous individuels. Les garde-fous légaux, il y a quand même, dans la plupart des pays, il y a des lois sur ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Il se trouve que dans mes innombrables activités de vieux que je suis, j'ai siégé dans une haute autorité, la haute autorité qui s'appelait Hadopi en France. Hadopi, ça surveillait le piratage sur Internet. Et donc nous étions en charge de vérifier tout ça. Le piratage sur Internet, c'est un scandale. Quand les petits jeunes, ils téléchargent un film, ils regardent gratuitement un film. Ça, c'est sympathique. Mais il faut réaliser que ce film, il a coûté de l'argent, et que si demain, les films ne sont plus vendus, et qu'on peut avoir un accès gratuit à n'importe quel élément de culture, il n'y aura plus de création. Et donc la défense de la création, c'est aussi de défendre les droits d'auteur et les droits de propriété intellectuelle. Et donc ça, il le faut. Ça, bon, il faut des lois pour ça, il faut des organismes de surveillance comme celle à laquelle j'ai appartenu, qui était l'Hadopi. Par ailleurs, il faut être des citoyens. Et il faut qu'on sache ce qu'on se donne le droit de faire et ce qu'on se donne le droit de ne pas faire. Et il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Il y a des choses qu'il faut, en autorégulation, en autodiscipline, il faut comprendre que cette liberté, ma liberté, elle s'arrête là où commence celle de mon voisin. Comme on disait dans les vieux, c'est un vieux précepte, mais on le trouve là encore maintenant. Alors aujourd'hui, il y a un peu un déferlement, il y a un peu d'exagération, puisque comme il n'y a aucune espèce de contrôle réel, chacun qui a un truc à dire sur son voisin, monsieur machin, il a trompé sa femme, monsieur machin, il a mangé ceci, bon. Aujourd'hui, le Twitter, les fameuses histoires de Twitter actuellement qui défraient la chronique, c'est que tout le monde dit n'importe quoi et c'est gratuit. Il y a quand même une régulation dans les pays. Aucune. Certaines personnes sont convoquées par la police de la cybercriminalité. Ouais, pas tellement. Pas assez. Donc c'est nouveau. Tout ça se met en place ? Tout ça devrait se mettre en place, ça serait bien. Mais aujourd'hui, c'est quand même un torrent. Au nom de la liberté, chacun raconte des trucs, même sur Twitter, Facebook. Même sur Facebook, il y a des choses très désagréables qui se disent. Les régulateurs, ce qu'on appelle les modérateurs sur Twitter ou sur Facebook, ils n'arrivent pas à tout voir. Et chacun y va de son histoire. Avant, quand on n'était pas content de quelque chose, on le disait à la personne dont on n'était pas content. Je ne suis pas content de votre pain, monsieur le boulanger. Je n'ai pas aimé votre pain hier. Aujourd'hui, on ne va pas voir le boulanger. On fait un truc sur Facebook et on dit le boulanger machin, il fait du pain qui n'est pas bon, etc. Et on le dit à la terre entière. Et la répercussion est gigantesque. Ça peut ne pas être fondé comme et voilà. Remarque, effectivement. Et donc il faut s'interdire ce genre de choses. Il faut se l'auto-interdire. Il faut se dire, ça ne se fait pas. Ça se fait pas. Et vous pensez qu'on peut éduquer les populations à se l'interdire ? Est-ce que ce ne sont pas les États qui doivent augmenter Moi, je crois en l'humain. Je crois en la personne humaine. Et je pense que les États... Alors, je sais que je suis fonctionnaire, j'ai été fonctionnaire, donc oui. Mais les États, ils sont là pour créer un cadre. Mais à l'intérieur de ce cadre, il faut quand même que la responsabilité individuelle intervienne. C'est un problème de conscience. Alors, on a le sentiment, a priori, qu'en Europe, donc la majorité des pays développés ont une longueur d'avance quand même d'un point de vue régulation, organisation sur les pays africains où on est vraiment au même niveau.
Non, je vois pas vraiment d'avance. Non, on se connaît tous très bien, on s'échange beaucoup, on parle beaucoup, on a les mêmes types de problèmes. Bon, alors évidemment, les sociétés sont différentes, l'organisation sociale est différente, mais chacun répond en fonction de son organisation sociale. Mais globalement, personne n'est en avance sur les autres. D'accord. Et selon vous, comment est-ce que l'on pourrait pacifier, on en a un peu parlé déjà, comment est-ce que l'on pourrait pacifier les réseaux sociaux? Quel serait selon vous, je pense, au-delà ou en parallèle à cette conscience individuelle, comment est-ce que l'on pourrait pacifier? La pacification, elle viendra d'un peu tout le monde. Tous ceux qui ont une voix qui porte, y compris vous. C'est bien de traiter ce genre de sujet, parce que ceux qui nous écoutent vont peut-être se dire, tiens, bah oui, peut-être elle n'a pas tort. Elle a raison de poser cette question. Donc il y a une question il faut porter la bonne parole, si je puis dire. Il faut essayer d'arriver à faire comprendre que cette liberté nouvelle que tout le monde conquiert chaque instant avec son téléphone, cette liberté, elle ne peut pas se heurter à la liberté des autres. Elle doit s'arrêter là où elle va empiéter, là où, si je ne suis pas content de quelqu'un, eh ben, je vais lui dire en privé, mais je ne vais pas le raconter sur Internet. Et bon, voilà. Et alors, vous avez des exagérations. Alors, si vous entrez dans le domaine politique, vous voyez un président comme Trump, par exemple, qui fait des tweets absolument insensés, qui ne sont pas dignes d'un chef d'État. Trump, on est d'accord, on n'est pas d'accord, ça je m'en fiche, c'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est son comportement vis-à-vis des réseaux sociaux. Il utilise les réseaux sociaux pour envenimer les choses. Et il ne se contrôle pas assez. Il y a pas, Trump, il pense ce qu'il veut, je m'en fiche. En revanche, il ne se discipline pas lui-même. Et ça, c'est pas bien. Alors, ça veut dire que le risque extrême, c'est qu'il n'y a pas de censure heureusement. Cette arme. Heureusement. En fait. Heureusement ou malheureusement? Non, il ne faut pas qu'il y ait de censure. Il faut qu'il y ait une auto-censure. Il faut qu'il y ait une autodiscipline. Et vous y croyez vraiment? Ah, j'y crois plus qu'à une censure. Qui est-ce qui va me censurer? Qui est-ce qui va censurer sinon? C'est tellement gigantesque. C'est ça le fond du problème. Le numérique, c'est tellement gigantesque que c'est complètement insensé de vouloir faire de la censure. Et qui va censurer? Vous voyez bien ce qui se passe sur Twitter en ce moment. Et c'est en train d'exploser en plein vol. Parce qu'il y avait ce problème de savoir qui est modérateur, qui n'est pas modérateur, est-ce que c'est assez modéré, est-ce que c'est pas assez modéré, et puis pouf, ça a explosé, et Twitter est en train de s'écrouler complètement, ils démissionnent tous, Elon Musk fiche des gens à la porte, les autres s'en vont, et Twitter, qui était une énorme chose il y a 3 semaines, tout à fait. devient Plus rien. la moitié du personnel. Et aujourd'hui, ça devient... et ils vont avoir du mal à s'en remettre, parce que qui va encore utiliser Twitter, etc. Enfin, voilà, c'est un problème c'est une bulle qui a explosé. Mais d'un autre côté, c'est devenu indispensable au quotidien. Il n'est plus question, la preuve. Alors, gardons le bon côté des choses. C'est un fantastique instrument de communication et donc de cohésion sociale. Et si on l'utilise dans le sens de la cohésion sociale, et non pas de la destruction sociale, mais dans le sens de la cohésion, c'est formidable. Jamais on a autant communiqué, jamais on s'est autant parlé, oralement, par écrit, en envoyant des mails, des WhatsApp, etc. Enfin, c'est un instrument. Il y a 10 ans, on ne pouvait pas imaginer ça. On ne pouvait pas imaginer. Alors, ce festival, donc, qui aura lieu les 23 et 24 novembre prochain, au Palais de la Culture, qu'est-ce qu'on va y voir? Qu'est-ce qu'on va y entendre? Et ben, ce genre de questions, parce qu'on va quand même tourner beaucoup autour du thème de la responsabilité et autour du thème de l'humain et de la protection. C'est-à-dire que ça fait 8 ans qu'on dit que c'est fantastique, que ça se développe, etc., qu'on apporte beaucoup de choses là-dessus, et notre Africa Lab essaye d'aller aussi dans ce sens-là, de la professionnalisation et de la formation, mais on va peut-être un peu mettre l'accent pendant 2 jours sur l'idée que il y a aussi quelques limites à se donner, quelques limites à s'obliger à suivre, et donc rester dans l'idée de la responsabilité vis-à-vis de l'environnement au sens large, pas seulement l'environnement, les petits oiseaux, etc., mais l'environnement humain. On respecte non seulement les arbres, les oiseaux, la nature, mais les gens qui sont en face de nous. Et vous adressez à qui la cible? Alors, ce sont les jeunes en quête de formation, en quête... alors, finalement, Africa Web Festival a trouvé un public plus jeune encore que ce qui avait été imaginé.
la créatrice de l'Africa Web Festival, Madame Diawara, avait déjà cette idée que c'était orienté vers les jeunes. Mais moi, les expériences que j'ai eues à ses côtés montrent qu'il y a un enthousiasme incroyable de la part de jeunes, des très jeunes, des moyens jeunes, des jeunes tout court. Et c'est là qu'avec Madame Diawara, on s'est dit, il faut pérenniser ça, et puis il faut le professionnaliser, c'est-à-dire que c'est pas tout d'avoir de l'enthousiasme de petits jeunes, des petits gamins qui, à force de jouer à leur jeu, maîtrisent bien les choses, mais il faut arriver à en faire un métier, il faut arriver à en faire des métiers, et faire en sorte que ces petits jeunes deviennent des vrais professionnels qui vont apporter des choses à l'entreprise, à leur pays, à leur famille. Tout à fait. Voilà, quoi. L'idée, c'est cet enthousiasme sympathique qu'on a. Nous, ce qu'on voudrait, c'est le transformer en vraie capacité, en vraie technicité et en vrai pouvoir d'apporter quelque chose pour les autres. Alors, c'est pas ce que l'on appelle aujourd'hui community manager web digital, non? C'est pas. Non, community manager, c'est un job un peu comment dire, contemplatif. On gère la communauté. Un community manager, son boulot, en fait, c'est essentiellement de faire vivre son site et de surveiller qui parle à son site et qui va le regarder, etc. Donc, c'est fondamental. Mais c'est pas la fin, c'est pas le but ultime. Le but ultime, il est dans la tête de chacun d'entre nous. Le but ultime, il est d'arriver à faire comprendre à chacun qu'on ne peut pas dire tout et n'importe quoi. Très bien, nous sommes déjà au terme de notre entretien. Je vous remercie. Ça passe vite avec vous. Ça passe vite. Alors, 2 points essentiels. On parle de Africa Lab. On parle également de Africa Web Festival. Et ça va être les 23 et 24 novembre prochains au Palais de la Culture. Je rappelle, nous étions avec M. Jacques Bill. Beaucoup de titres, beaucoup d'expériences. Et pour le contexte, je retiens enseignant à la Sorbonne, professeur Paris Assas. C'est cela. Oui. Merci à vous d'avoir été. Merci à vous. Je vous en prie. Et je vous demande de vous déplacer nombreux et je vous dis bonsoir.